2 novembre 1944, 15h47. Quelque part au-dessus de la Tchécoslovaquie, le lieutenant Bruce Carr regarde la jauge de pression d'huile tomber à 0. Une fumée noire s'échappe du capot de son P-50 et un Mustang. Le moteur Merlin hurle, métal grinçant contre métal. 30 secondes plus tôt, il menait une attaque au sol contre un aérodrome allemand. Maintenant, il est un homme mort en vol. Un éclat d'obus de 88 mm a transpercé le compartiment moteur et sectionné la conduite d'huile. Sans huile, le Rolls-Royce Merlin se grippera dans environ 90 secondes. Après cela, l'hélice devient une ancre de 400 livres et le P-51 devient un planeur avec les propriétés aérodynamiques d'une brique. Carr n'a qu'une option, sauter en parachute. Il tire la verrière vers l'arrière, retourne le Mustang agonisant et se laisse tomber dans le ciel glacial de Tchécoslovaquie. À 8000 pieds, la voilure de soie se déploie. En dessous de lui, le territoire ennemi s'étend jusqu'à chaque horizon. Il est à 200 miles derrière les lignes allemandes. Pas de radio, pas d'armes, sauf un pistolet 45 avec 7 balles. Pas de nourriture, pas d'eau. Novembre en Europe centrale. La température descend en dessous de 0 la nuit. Les mathématiques de Kobe-Kaptak de la survie sont brutales. Les pilotes américains abattus au-dessus du territoire occupé ont 23% de chances d'échapper à la capture et de retourner vers les lignes alliées. Les autres 77% passent le reste de la guerre au Stalag Luft 3 ou finissent dans des tombes anonymes. Bruce Carr est sur le point de devenir l'exception à toutes les statistiques jamais écrites sur les pilotes abattus, car dans 4 jours, il ne se contentera pas de s'échapper. Il volera l'un des avions de chasse les plus avancés de l'arsenal allemand et le ramènera chez lui. Bruce Ward Carr est né le 28 janvier 1924 à Onion Springs, New York. Il n'y avait rien de remarquable dans son enfance, sauf une chose, à 15 ans. En 1939, Bruce Carr a appris à voler, l'année compte. En septembre 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne. La Seconde Guerre mondiale a commencé. Un gamin de ferme de 15 ans, dans le nord de l'État de New York, ne pouvait pas savoir que dans 5 ans, il combattrait en duel aérien des Messerschmitt au-dessus de Berlin. Mais une partie de lui a dû sentir que voler était sur le point de devenir la compétence la plus importante qu'un jeune homme pouvait posséder. Pas dans un programme militaire, pas dans une école formelle. Un épandeur de culture locale nommé Earl a laissé le gamin prendre les commandes de son biplan. Un après-midi d'été, Carr était accroché. Au moment où il a eu 16 ans, il avait plus d'heures de vol que la plupart des cadets de l'Army Air Corps. Le 3 septembre 1942, Carr s'engage dans les forces aériennes de l'armée des États-Unis. Il a 18 ans. Au programme de formation des cadets de l'aviation, son instructeur s'avère être le même homme qui lui a appris à voler 3 ans plus tôt. Earl s'était également engagé. Il jette un coup d'œil à la candidature de Carr, voit les 240 heures de vol déjà enregistrées et le recommande pour le programme accéléré. En août 1943, Carr est officier de vol. En février 1944, il est en Angleterre, affecté au 380e escadron de chasse, 363e groupe de chasse, 9e force aérienne. Sa première affectation, piloter le P-50 et un Mustang. Le P-51 est le meilleur avion de chasse à hélice jamais construit. Les chiffres racontent l'histoire. Autonomie, 1650 miles avec réservoir largable, suffisamment pour escorter les bombardiers de l'Angleterre à Berlin et retour. Vitesse maximale, 437 miles par heure à 25 000 pieds. Plafond de service, 41 900 pieds. Armement, 6 mitrailleuses Browning M, 2 de calibre 35 avec 1880 cartouches au total. Assez de puissance de feu pour déchiqueter un bombardier allemand en une rafale de 2 secondes. Avant l'arrivée du P-51D, en nombre, les raids de bombardement de jour américains subissaient des pertes catastrophiques. La 8e force aérienne a perdu 60 bombardiers en une seule mission au-dessus de Schweinfurt en octobre 1943. Sans escorte de chasse, les B-17 et B-24 étaient des cibles faciles pour les intercepteurs de la Luftwaffe. Le Mustang a tout changé. Pour la première fois, les chasseurs américains pouvaient accompagner les bombardiers jusqu'à la cible et retour. Les pilotes allemands les appelaient « les bâtards au long nez ».
La Luftwaffe a commencé à perdre des pilotes expérimentés plus vite que les écoles de formation ne pouvaient les remplacer. Carr tombe amoureux de l'avion instantanément. Le cockpit lui va comme un gant. Les commandes sont réactives, la visibilité excellente, la puissance enivrante. Il nomme son avion Angel's Playmate. Il n'a aucune idée que dans 8 mois, il sera assis dans un cockpit très différent, un avec des étiquettes allemandes et une croix gammée sur la queue. Le 8 mars 1944, l'officier de vol Carr marque son premier engagement au combat. Il repère un Messerschmitt Bf 109 au-dessus de l'Allemagne et le poursuit. Le pilote allemand tente de s'échapper en plongeant vers le sol, volant juste au-dessus de la cime des arbres. Carr le suit. La poursuite couvre 40 miles à des vitesses dépassant 400 miles par heure. Les deux avions rasent à peine les forêts allemandes. Carr tire. Ses balles manquent à leur cible. Il tire à nouveau. Une balle effleure l'aile gauche du 109. Le pilote allemand panique. Il tire vers le haut, s'éjecte, mais il est trop bas. Le parachute ne se déploie pas complètement. Le pilote heurte le sol à 60 miles par heure. Le 109 s'écrase contre une colline. Carr retourne à la base en s'attendant à des félicitations. Au lieu de cela, son commandant l'appelle dans son bureau, car c'était le vol le plus excessivement agressif que j'ai jamais vu. Vous avez failli vous tuer en poursuivant cet Allemand dans les arbres. Vous êtes transféré. La victoire ne compte pas. Techniquement, Carr n'a pas abattu l'avion. Le pilote s'est tué lui-même en essayant de s'échapper. C'est la première indication que Bruce Carr ne pense pas comme les autres pilotes. Là où d'autres voient de l'imprudence, il voit une opportunité. Là où d'autres voient des limites, il voit des suggestions. Mai 1944, Carr est transféré au 353e escadron de chasse, 354e groupe de chasse, le groupe Mustang Pionnier, la première unité de l'Army Air Force en Europe à piloter des P-51 au combat. Ce sont les meilleurs pilotes de Mustang de la guerre, Carr s'intègre parfaitement. Le 17 juin 1944, 11 jours après le jour J, Carr marque sa première victoire officielle, partageant le crédit pour un F W190 détruit au-dessus de la Normandie. 2 mois plus tard, il devient sous-lieutenant. Le 12 septembre 1944, le vol de Carr mitraille un aérodrome allemand, détruisant plusieurs bombardiers Junkers Ju-88 au sol. Au retour, il repère 30 F BW 190 à 2000 pieds en dessous d'eux. Carr n'hésite pas, il plonge. Dans les 3 minutes suivantes, il abat 3 chasseurs allemands. Lorsque son ailier subit des dommages, Carr l'escorte jusqu'en territoire ami, renonçant à toute victoire supplémentaire pour protéger son camarade pilote. La Silver Star, deuxième plus haute décoration de combat pour bravoure. Le 29 octobre 1944, Carr abat 2 Bf-109 au-dessus de l'Allemagne. Total des victoires confirmées, 7,5. Il est officiellement un as. 4 jours plus tard, sa chance tourne. Le 2 novembre 1944, Carr heurte le sol gelé de Tchécoslovaquie durement. L'atterrissage en parachute n'est pas doux, sa cheville se tord à l'impact. Pas cassé, mais gravement foulé. Il rassemble la voilure de soie et l'enterre sous des feuilles. Les Allemands vont le chercher. Ils cherchent toujours. Il a peut-être 20 minutes avant l'arrivée des patrouilles. Carr sait que l'aérodrome qu'il mitraillait se trouve à environ 5 miles au nord. Il sait que les Allemands s'attendront à ce qu'il se déplace vers le sud ou l'ouest vers les lignes alliées. Il sait que sa survie dépend de faire quelque chose d'inattendu. Il se dirige vers le nord, vers l'ennemi. La logique est contre-intuitive mais solide. Les Allemands chercheront vers l'extérieur depuis son site d'atterrissage, supposant qu'il s'enfuit. Ils ne s'attendront pas à ce qu'il se rapproche de leur base. Et s'il veut survivre, il a besoin de provisions, de nourriture, d'eau, peut-être d'une arme. L'aérodrome à l'étroit. Jour 1. Carr se déplace à travers la forêt, restant hors des routes, voyageant la nuit. Sa combinaison de vol fournit une chaleur minimale. Sa cheville palpite à chaque pas. Il n'a pas mangé depuis 18 heures. Jour 2. Il trouve un ruisseau et boit. L'eau est assez froide pour engourdir sa gorge. Il repère une patrouille allemande à 200 yards et reste immobile dans un fossé pendant 2 heures pendant qu'il passe. Jour 3. La faim devient impossible à ignorer.
Car brûle 4000 calories par jour juste pour rester au chaud. Il en a consommé 0. Son corps commence à cannibaliser le tissu musculaire pour l'énergie. Il prend une décision. Demain, il se rendra. La Luftwaffe traite les pilotes capturés mieux que la Wehrmacht ou la SS. Les aviateurs ont un code. Ils respectent leurs collègues pilotes, même ennemis. Car connaît des pilotes qui ont passé du temps au Stalag Luft 3. Ils le décrivent comme ennuyeux mais supportable. 3 repas par jour, des colis de la Croix-Rouge, des lettres de chez soi. C'est mieux que de mourir de faim dans une forêt tchécoslovaque. Jour 4, fin d'après-midi. Car atteint le bord de l'aérodrome allemand. Il est positionné dans une ligne d'arbres surplombant le périmètre est. À travers les branches, il peut voir des hangars, des camions-citernes, des avions, des FW-190 pour la plupart, quelques BF-109. Il prévoit d'attendre jusqu'au matin puis de marcher jusqu'à la porte principale, les mains en l'air. Mais à la tombée de la nuit, Carr remarque quelque chose. Le retranchement est à 80 yards de sa position. Un Focke-Wulf F d'Adole 190 est assis à l'intérieur, partiellement dissimulé par un filet de camouflage. 2 mécaniciens allemands travaillant sur l'avion sous des lumières portables. Carr observe. Les mécaniciens vérifient à main le niveau de carburant. Réservoir plein. Ils font tourner le moteur, le son distinctif du BMW 800, un radial rugissant à la vie. Ils font tourner l'hélice, vérifient les magnétos, effectuent ce qui semble être une inspection complète avant vol. Puis ils l'éteignent, couvrent le cockpit et retournent vers les hangars principaux. Le FW-190 est prêt à voler. Le cerveau de Carr commence à calculer. Il n'a jamais piloté un avion allemand. Il ne parle pas allemand. Il n'a aucune idée de où se trouvent les Audi, les Lidi, les commandes, comment le moteur démarre ou comment le train d'atterrissage fonctionne, mais il sait voler. Il a enregistré plus de 500 heures de combat. Chaque avion a une manette des gaz, un manche et des pédales de gouvernail. La physique ne change pas parce que les étiquettes sont en allemand et il regarde un avion de chasse entièrement ravitaillé sans garde. Le plan de reddition s'évapore. Carr attend jusqu'à 3 heures du matin. L'aérodrome est calme. Équipe squelettique de garde de nuit. Aucune activité près du retranchement. Il bouge. 80 yards de terrain découvert. Aucun abri. Si quelqu'un regarde dans sa direction, il est mort. Carr couvre la distance en 40 secondes, reste en bas. Sa cheville est tordue, hurle à chaque pas. Le F2A-190 est plus grand qu'il ne s'y attendait. Envergure 34 pieds, longueur 29 pieds, poids à vide 7000 livres, près d'une tonne plus lourd que le P-51. Le cockpit est haut, protégé par un verre blindé de 30 mm. Le moteur BMW 801 domine le nez. Un radial de 14 cylindres refroidi par air, produisant 1700 chevaux. Le Focke-Wulf FW-190 est le chasseur premier de l'Allemagne. Déployé pour la première fois en 1941, il a surclassé le Spitfire si complètement que les Britanniques ont précipité le développement de nouvelles variantes, juste pour rivaliser. Les pilotes allemands l'appelaient Würger, l'oiseau bouché. Les pilotes alliés l'appelaient Problème. L'avion dans lequel Carr vient de grimper est probablement une variante Alouette, le modèle le plus courant fin 1944. Armement standard, 2 mitrailleuses MG 130 et un de 13 mm dans le capot, 4 canons MG 150 et un de 20 mm dans les ailes. Vitesse maximale, 480 miles par heure. Autonomie, 500 miles. Une machine mortelle entre les mains d'un pilote expérimenté. Carr n'est pas un pilote expérimenté de FW 190. Il ne s'est jamais assis dans un auparavant. Il n'a jamais vu l'intérieur d'un. Tout ce qu'il sait sur cet avion provient de séquences de caméras de tir les montrant exploser. Carr grimpe sur l'aile. La verrière est déverrouillée. Il la fait glisser vers l'arrière et se laisse tomber dans le cockpit. La première chose qu'il remarque, il ne peut rien lire. Chaque étiquette, chaque jauge, chaque interrupteur est en allemand. Le tableau de bord est un mur d'écriture gothique incompréhensible. La deuxième chose qu'il remarque, le cockpit est plus petit que celui du P-51. Ses genoux appuient contre le tableau de bord. Le manche de commande tombe naturellement dans sa main droite.
La manette des gaz est à gauche, comme sur les avions américains. Certaines choses sont universelles. Car à environ 4 heures, jusqu'au lever du soleil, il utilise chaque minute. Il trace les câblages. Il identifie les jauges par leur position. La vitesse est généralement en haut à gauche, l'altimètre en haut au centre, les instruments du moteur regroupés à droite. Il trouve le sélecteur de carburant, les interrupteurs de magnéto, la commande d'hélice, le démarreur et la pièce critique. Dans le P-51, c'est un système électrique. Dans le FW 190, il n'en a aucune idée. Sur le côté droit du cockpit, il trouve une poignée en forme de T avec du texte allemand. Le mot ressemble vaguement à démarreur. Il la tire. Rien ne se passe. Il la pousse. Un gémissement mécanique remplit le cockpit, un démarreur à inertie qui s'enroule comme un jouet. Il le laisse tourner pendant 10 secondes, 20 secondes. Puis il tire la poignée. Le BMW 801 pouces prend, rugit à la vie. Le bruit est apocalyptique. 1700 chevaux au ralenti sonnent toujours comme le tonnerre. Chaque Allemand sur l'aérodrome va l'entendre. Car à des secondes, il n'a pas le temps de trouver la piste, pas le temps de vérifier les freins ou les volets ou la radio. Il pousse la manette des gaz vers l'avant. Le FW 190 fait une embardée. La queue se lève presque immédiatement. Cet avion est lourd du nez, impatient de voler. À travers l'obscurité précédant l'aube, Carr vise entre 2 hangars. L'équipe au sol émerge, criant, pointant. 60 miles par heure, 70. Les hangars se précipitent vers lui. À 90 miles par heure, Carr tire le manche vers l'arrière. Le FW 190 bondit dans les airs, dégageant les toits des hangars de ce qui semble être des pousses. Il est en vol dans un chasseur allemand volé à 200 miles derrière les lignes ennemies. Maintenant vient la partie difficile. Le cockpit du FW 190 est un cauchemar de systèmes inconnus, mais Carr résout les problèmes un à la fois. Train d'atterrissage. Il trouve un levier sur la console gauche, le tire. Un claquement satisfaisant. Le train se rétracte. L'avion accélère. Compas. Il identifie le compas gyroscopique, s'oriente vers l'ouest-sud-ouest, vers la France, vers les lignes alliées. Altitude. Il monte à 500 pieds, puis se ravise. En altitude, il est visible aux radars allemands, aux chasseurs allemands, aux batteries antiaériennes allemandes qui suivent tout ce qui bouge. Il descend au ras des arbres, 50 pieds au-dessus du sol, 280 miles par heure. La forêt tchécoslovaque devient un flou vert sous ses ailes. C'est un vol insensé. Une erreur, un moment d'inattention, et il fera des tonneaux à travers les arbres à 300 miles par heure. Mais au ras des arbres, il est invisible au radar. Il est trop bas pour la flaque. Il est trop rapide pour que les troupes au sol le ciblent. La jauge de carburant indique des réservoirs pleins. Le FW 190 a une autonomie d'environ 500 miles. La France est à 200 miles. Il a une marge d'erreur. Pendant 45 minutes, Carr vole vers l'ouest. Le soleil se lève derrière lui. Le terrain change de forêt en terres agricoles, puis en champs de bataille, marqués de l'est de la France. Il traverse les lignes de front et c'est là que ses problèmes commencent vraiment. Les artilleurs anti-aériens alliés voient s'il est assez et voient ce qu'ils s'attendent à voir. Un FW 190 allemand volant à basse altitude vers les positions alliées. Ils ouvrent le feu. Des traceurs de calibre 50 décrivent des arcs vers Carr de toutes les directions. Il est pris pour cible par son propre camp. Il n'a pas de radio pour s'annoncer, aucun moyen de signaler qu'il est ami. Le FW 190 porte toujours les marquages allemands. Les croix noires sur les ailes, la croix gammée sur la queue. Carr fait la seule chose qu'il peut, voler plus bas et plus vite. Il descend à 20 pieds, sautant les haies. Le souffle de l'hélice soulève la poussière des routes en dessous. Les civils français plongent dans les fossés alors qu'il passe en hurlant au-dessus d'eux. Les soldats américains tirent des fusils sur lui. Chaque arme en France tire sur Bruce Carr. Il estime plus tard que chaque mitrailleuse de calibre 50 en existence a tiré sur lui pendant ce sprint de 30 miles vers sa base. Le FW 190 prend des coups. Il peut entendre les impacts, sentir les tremblements, mais l'ingénierie allemande tient. L'avion continue de voler. Devant, il reconnaît l'aérodrome.
À 66 à Conty, France, base du 354e groupe de chasse. Il s'aligne pour l'approche. Pas de temps pour le circuit, pas de temps pour les appels radio. Les batteries anti-aériennes le suivent déjà. C'est alors qu'il découvre le problème final. Le train d'atterrissage ne descend pas. Carr tire le levier. Rien. Il le pompe. Rien. Il cherche un système de secours, un déverrouillage d'urgence, n'importe quoi. Le train d'atterrissage du FOBDU 190 fonctionne sur pression hydraulique. Il y a une vanne de sélection qui dirige la pression soit vers la rétraction, soit vers l'extension. Carr ne sait pas cela. Il ne sait pas quel levier contrôle la vanne. Il ne sait pas qu'il tire la mauvaise poignée depuis les 5 dernières dernières minutes. En dessous de lui, les équipes anti-aériennes du 354e chargent leurs canons Beaufort de 40 mm. Un chasseur allemand tourne autour de leur terrain. Ils se préparent à le faire exploser du ciel. Carr prend une décision. Il va atterrir sur le ventre. Il s'aligne avec l'herbe à côté de la piste principale. Abaisse les volets, ce levier au moins. Il l'a compris et coupe les gaz. Le FOBV 190 descend 100 pieds, 50 pieds, 20 pieds. L'avion heurte l'herbe à 90 miles par heure, glisse sur 300 yards, projette une queue de coque de boue et de débris et s'immobilise. Carr est vivant. En quelques secondes, le FW 190 est entouré. Police militaire, fusil levé, criant aux pilotes de sortir du cockpit. Ils s'attendent à un Allemand. Ils s'attendent à un prisonnier. La verrière glisse vers l'arrière. Un Américain couvert de boue en combinaison de vol déchiré grimpe sur l'aile. Je suis le capitaine Carr de ce foutu escadron. Personne ne le croit. Il est porté disparu depuis 4 jours. Il est censé être mort ou capturé. Et il vient d'atterrir sur le ventre à un chasseur allemand sur leur aérodrome. Les MP gardent leurs fusils braqués sur lui jusqu'à l'arrivée d'une voiture de service. Le colonel George Bickle, commandant du 354e groupe de chasse, descend et regarde la scène. Le FOBV 190 détruit, le pilote couvert de boue, la police militaire déconcertée. Bickle dit « Où diable étiez-vous et qu'avez-vous fait maintenant ? L'histoire se répand dans les forces aériennes de l'armée comme une traînée de poudre. » Le pilote qui a volé un avion allemand, le seul américain du théâtre européen, a décollé dans un P-51 et à revenir dans un FW 190. Mais la guerre de Carr n'est pas terminée. 5 mois plus tard, le 2 avril 1945, près de Schweinfurt, Allemagne, le premier lieutenant Carr mène un vol de 4 P-50 et un en mission de reconnaissance. Ils sont à 15 000 pieds lorsque Carr repère un mouvement au-dessus d'eux. Des chasseurs allemands, plus qu'il ne peut en compter, une formation massive empilée de 18 000 à 25 000 pieds. Carr fait une estimation rapide, 60 avions, peut-être plus, des Bf-109 et des FW 190 mélangés. La plus grande concentration de chasseurs allemands qu'il ait jamais vue. Il a 4 P-50 et 1. La formation allemande est massive, des Bf-109 G10 et des FWADAGE 190 D9, les dernières variantes des 2 avions, des pilotes frais. Relativement parlant, la Luftwaffe manque de pilotes expérimentés depuis début 1944, mais 60 avions, c'est 60 avions. Les tactiques standards dictent une évasion immédiate. 4 contre 60, c'est du suicide. Les Allemands ont l'avantage d'altitude, l'avantage numérique et l'avantage de position. Chaque manuel jamais écrit dit « Désengagez-vous et signalez. Faites savoir aux escadrons d'escorte de bombardiers ce qui arrive. Sortez vivants. » Bruce Carr ne s'est jamais particulièrement intéressé à ce que disent les manuels. Il appuie sur sa radio. « J'engage. » Ses ailiers n'hésitent pas, ils ont volé avec Carr auparavant. Ils savent de quoi il est capable. Ils savent que quand Carr dit « j'engage », il le pense. Les 4 Mustangs montent dans la formation allemande. Ce qui se passe ensuite est l'un des combats aériens les plus remarquables de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands ne s'attendent pas à une attaque. Ils volent en formation défensive lâche, économisant le carburant, probablement en route pour intercepter un flux de bombardiers. 4 chasseurs américains grimpant directement dans leur milieu n'a aucun sens tactique. Carr utilise la confusion. Il se glisse à l'arrière de la formation, se positionne derrière un Bf-109 et tire. Le pilote allemand ne le voit jamais.
Le 109 explose. Carr passe à une autre cible, un FW-190. 3 secondes de tir de calibre 50. Le Focke-Wulf roule sur le dos et plonge vers la terre. La formation allemande commence à se disperser. Ils ne savent pas combien d'Américains attaquent. Ils ne savent pas d'où vient le tir. Carr se déplace parmi eux comme un loup parmi les moutons, choisissant des cibles, tirant, se déplaçant. 3e victoire, 4e victoire, 5e victoire. En l'espace de 3 minutes, le premier lieutenant Bruce Carr abat 5 avions allemands. Ses alliés en comptent 10 de plus, 4 pilotes américains, 15 avions allemands détruits. 0 perte américaine. Lorsque les munitions sont épuisées, Carr ramène son vol à la maison. Les Allemands survivants, 45 d'entre eux, se dispersent à travers la campagne allemande. Le 9 avril 1945, Bruce Carr est promu capitaine. La Distinguished Service Cross, deuxième après la Medal of Honor, lui est décernée pour ses actions du 2 avril. La citation indique « Faisant totalement abstraction de sa sécurité personnelle et de l'écrasante supériorité numérique de l'ennemi, ainsi que de son avantage tactique en altitude, il a mené son élément dans une attaque directe contre la force hostile, détruisant personnellement 5 avions ennemis et en endommageant un autre encore. Carr devient le dernier as en un jour sur le théâtre européen de la Seconde Guerre mondiale. Aucun pilote américain n'égalera son exploit avant la capitulation de l'Allemagne. À la fin de la guerre, il a effectué 172 missions de combat et accumulé 14 ou 15 victoires aériennes confirmées. Les archives diffèrent, plus de nombreuses destructions au sol. Il a 21 ans. La guerre se termine. Bruce Carr reste sous l'uniforme. Il rejoint les Acrojets, la première équipe américaine de démonstration acrobatique à réaction, pilotant des F-80 Shooting Star. Puis la Corée, où il effectue 57 missions de combat en F-86 Sabre avec le 336e escadron de chasse d'interception. Il commande le 336e de 1955 à 1956. Des aigles de colonel sur ses épaules, le gamin d'Union Springs, New York, dirigeant un escadron de chasse. Puis le Vietnam. Le colonel Carr, maintenant âgé de 44 ans, effectue 286 missions de combat en F-100 Super Sabre, appui aérien rapproché, missions de bombardement, missions de mitraillage. Le même travail qu'il effectuait 24 ans plus tôt dans une guerre différente, dans un avion différent. 3 guerres, 3 générations d'avions, 505 missions de combat au total. Il prend sa retraite en 1973. Le 25 avril 1998, St. Cloud, Floride. Bruce Ward Carr meurt d'un cancer de la prostate. Il a 74 ans. Ils l'enterrent au cimetière national d'Arlington. Section 64, tombe 6922. Parmi les héros de toutes les guerres américaines depuis la Révolution, à portée de vue de la tombe du soldat inconnu, de l'autre côté de la rivière face au Lincoln Memorial. La pierre tombale indique son grade, colonel, force aérienne des États-Unis. Elle énumère ses décorations, croix du service distingué, étoile d'argent, légion du mérite, croix du vol distingué avec barrette, médaille de l'air avec barrette, cœur pourpre. Elle énumère ses guerres, Seconde Guerre mondiale, Corée, Vietnam. Elle ne mentionne pas le Focke-Wulf. Elle ne mentionne pas les 4 jours dans la forêt tchécoslovaque. Elle ne mentionne pas l'atterrissage sur le ventre sans train d'atterrissage. Les policiers militaires pointant leurs fusils sur son visage. L'officier commandant demandant « Où diable étiez-vous » Certaines histoires ne tiennent pas sur les pierres tombales. Il y a 2 façons de raconter l'histoire de Bruce Carr. La première est la légende. Le pilote abattu qui a volé un chasseur allemand sur un aérodrome actif a compris les commandes par essai et erreur et a volé 200 miles jusqu'au territoire allié pendant que tous les canons d'Europe lui tiraient dessus. La seconde est le dossier documenté. L'as avec 15 victoires, le récipiendaire de l'étoile d'argent, le lauréat de la croix du service distingué, l'homme qui a mené 4 avions contre 61. Les 2 sont vrais, les 2 sont remarquables. Mais voici ce qui compte. En novembre 1944, un pilote américain s'est retrouvé seul, désarmé et bloqué à 200 miles derrière les lignes ennemies. Le choix rationnel était la reddition, le choix sûr était d'abandonner. Bruce Carr a choisi différemment.
Il a regardé un chasseur allemand couvert d'instruments inconnus et y a vu non pas un obstacle, mais une opportunité. Il est monté dans un cockpit qu'il n'avait jamais vu, a démarré un moteur qu'il n'avait jamais utilisé et a piloté un avion qu'il n'avait jamais touché auparavant. Non pas parce qu'il était imprudent, mais parce qu'il refusait d'accepter que ses options soient limitées à celles qui semblaient possibles. 4 mois plus tard, face à 60 chasseurs ennemis et 4 avions amis, il a fait le même calcul. Le choix rationnel était la retraite, le choix sûr était la survie. Il a choisi l'attaque et 15 pilotes allemands ne sont jamais rentrés chez eux. En 1997, un an avant sa mort, le colonel Carr a volé une dernière fois. Le musée Fantasy of Flight de Kermit Weeks en Floride l'avait invité pour un spectacle aérien. Carr, maintenant âgé de 73 ans, est arrivé dans un P-51D Mustang, son propre avion maintenu en état de vol. Il est arrivé au-dessus de la foule à 300 nœuds, à 50 pieds du sol. La même approche qu'il avait utilisée 50 ans plus tôt, pilotant un Focke-Wulf volé vers un aérodrome français pendant que son propre camp essayait de l'abattre. Certaines choses apparemment ne changent jamais. La foule a regardé un homme de 73 ans faire exécuter à un chasseur de la Seconde Guerre mondiale des manœuvres qui défieraient des pilotes 2 fois plus jeunes que lui. Loopings, tonneaux, virages à forte accélération qui le plaquaient dans son siège à des forces qui feraient perdre connaissance à des hommes plus jeunes. Quand il a atterri, quelqu'un lui a demandé à quoi il pensait là-haut. Il a haussé les épaules. La même chose à laquelle je pensais toujours. De quoi l'avion est-il capable ? De quoi suis-je capable ? Découvrons-le. C'est l'histoire de Bruce Carr. Pas le chasseur volé, pas les 15 victoires, pas les 3 guerres et 505 missions de combat. L'histoire est plus simple que cela. L'histoire est celle d'un pilote qui a regardé des chances impossibles et a demandé « Que puis-je faire d'autre ?»